Alors je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous raconter le futur, d'abord parce que ce serait totalement ennuyeux, hein, et puis d'abord je vais me tromper. Je vais vous montrer peut-être une ou deux pistes d'histoires qui peuvent se produire. Et vous allez voir qu'il y a des redites avec ce qui a déjà été montré dans différents ateliers. Il y a des choses sur lesquelles je pense que vous retrouverez vos petits. Parce que ce que je vous raconte n'est pas purement une invention d'écrivain de science-fiction, c'est plutôt un travail d'ingénieur autour de concepts que je vois apparaître. Alors on y va, on va le faire rock'n'roll. Je vais essayer de vous présenter ça au début. Après, évidemment, vous aurez toute l'attitude de m'interrompre, de me traiter de complètement ravagé ou de poser des questions. Donc, vous allez me pardonner, les 2 premières minutes, je vais vous dire des choses que tout le monde sait, mais c'est juste pour se replacer dans le contexte. La première chose, peut-être la plus importante, c'est que nous ne sommes plus dans des tribus, nous ne sommes plus dans des petits groupes où tout le monde se connaît et où l'importance de chacun est claire. Une tribu, c'est pratique parce qu'on sait à quoi sert chacun des gens. Un petit village, c'est pareil. Vous avez le forgeron, vous avez le charpentier, vous avez l'épicier. Enfin, tout le monde a son rôle, y compris l'idiot du village, hein, il a son rôle. Là, on est passé dans une société, on se ressemble tous. Hein, on est, alors, tiens, je fais pas bip, ça marche pas. Si, tiens, je dois pas être au bon endroit. Si, c'est bon, ça a bougé, voilà. Donc voilà. Et on est dans un anonymat, qui est un anonymat qu'on connaît tous. Hein. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas ses voisins, et puis la société ne sait pas spécifiquement à quoi on sert. On fait partie d'un ensemble extrêmement vaste, on est tous des petits rouages, chacun avec son importance, mais on n'est pas géré par les autres rouages, on est géré de manière globale. Et le problème, c'est que pour les gens, pour tout le monde, pour vous, pour moi, on a tous envie d'être reconnus comme utiles, importants, nécessaires, et on a tous besoin d'avoir, je dirais, véritablement ce sentiment d'utilité dans le monde. Donc, on a besoin de se sentir unique, on a besoin de se sentir important, on a besoin de se sentir utile. Bon, ça, tout le monde le sait, c'est évident, on va essayer d'aller vite. On vit dans une société qui est déshumanisée, puisque, encore une fois, ce n'est pas la tribu, on est tous censés être semblables, on a de moins en moins de croyances, on a de plus en plus de doutes. Au passage, la religion qui progresse le plus depuis 20 ans, c'est l'athéisme. Hein. Il faut bien vous dire que même si vous voyez à la télévision tout un tas de grandes discussions sur telle ou telle religion qui, quelquefois, se fondamentalise ou qui fait truc, c'est l'absence de religion ou l'incapacité qu'ont les gens à accepter une religion qui est la tendance la plus importante qu'on a. Bon. On sait aussi que les certitudes sont fragiles. On passe notre temps à la télé, à la radio, etc., à changer d'avis toutes les 10 minutes. Nos politiciens arrivent à faire ça plusieurs fois par jour. Et je les admire parce que intellectuellement, c'est un vrai boulot, hein, changer d'avis. Et ensuite, est-ce que ça marche toujours là? Oui. Ensuite, tout se complexifie. On vit dans des lieux qui sont éloignés les uns des autres. Le village, la tribu vivaient dans la même grotte, vivaient dans le même village. On était dans des lieux repères que tout le monde connaissait. L'inconnu, c'était au-delà, mais on n'y allait jamais. D'accord? Et on fait des activités hétérogènes et on est dans des groupes hétérogènes qui sont non miscibles. Voilà. Donc on est dans le flou, on est éparpillé. Voilà. Bon, ça, c'est ma partie 5 minutes, tout ce que vous savez tous. À partir de là, on voit apparaître, on a déjà vu apparaître, 2 tendances extrêmement lourdes pour notre futur, des choses qui sont déjà en train de nous impacter et dont j'espère qu'on va aider peut-être à en prendre conscience ou à voir comment on vit avec. La première tendance, alors je m'excuse pour la partie, la moitié féminine de mon auditoire, Monsieur Léonard de Vinci n'a représenté qu'un monsieur comme ça. J'aurais bien aimé qu'il fasse une dame aussi, mais bon, considérons-le, je vous le refais, considérons-le comme l'être humain de base, si vous voulez. Donc première étape, ce qu'on appelle le transhumanisme. Le transhumanisme, vous avez entendu parler, on part de l'être humain et on y rajoute plein de machins. Plein de machins, ça veut dire des trucs, des machins artificiels, des branchements neuroniques, etc. Je peux vous faire la collection complète. Il y a d'ailleurs une collection complète qui existe sur Internet. Hein. Si vous voulez savoir tous les machins qu'on peut rajouter, il y a des catalogues qui sont en train de se faire. Le but étant, quand on a fini de faire tout ça, ben, on ressemble plus ou moins à Iron Man. Vous voyez, c'est un petit peu le rêve du super-héros. Et c'est quelque chose, il faut quand même savoir que, on va le voir, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est fait autour de ça. Le transhumanisme, ça consiste à dire, je prends l'humain, je le mets au centre, j'en fais un héros, j'en fais un surhumain, un humain meilleur. Je bricole ses gènes quand il est encore à l'état de fœtus, ou même au niveau même de la conception. Je lui rajoute des tas et des tas de choses au fur et à mesure qu'il en a besoin. Au passage, d'ailleurs, ce n'est pas une activité très récente. Vous savez qu'une des drogues les plus vendues dans les ghettos noirs américains dans les années 60 et 70, ce n'était pas l'héroïne, ce n'était pas la cocaïne, c'était l'hormone de croissance.
Pourquoi? Parce qu'on les donnait aux enfants en espérant que plus tard ils deviennent basketteurs. Pourquoi? Parce que c'était la seule façon qu'ils avaient de s'en servir. Donc il y avait des trafics absolument hallucinants d'hormones de croissance avec des quantités invraisemblables de gamins qui ont eu des problèmes d'acromégalie, de déformation de colonne vertébrale parce que leurs parents essayaient de les faire atteindre 2,5 m pour qu'ils aient une chance de s'en sortir. Voilà, bon ça c'est, vous voyez que c'est un phénomène relativement ancien. Chaque personne décide de ce qu'il devient. C'est-à-dire, ce n'est pas une décision sociétale, c'est moi, je décide de devenir un super-héros parce que je vais me greffer des ailes, je vais me greffer un bras extensible, je vais me greffer un œil qui va voir dans l'infrarouge ou n'importe quoi. On peut, d'accord? C'est faisable, on a un catalogue. On a évidemment, comme dans tout groupe de super-héros, on a des conflits entre les gens. Et la frontière ultime, et c'est une frontière que vous commencez à entendre, c'est des gens qui disent « moi je ne veux plus mourir, donc je veux que mes organes soient remplacés au fur et à mesure ». Ça implique la fameuse imprimante à organes dont on a parlé, mais aussi le cerveau. Comment vous remplacez un cerveau? C'est pas très facile, mais on y travaille. Quitte à le recopier sur un espace numérique avant de le recopier à nouveau dans un espace biologique. Et il faut savoir qu'il y a énormément, mais vraiment énormément, d'argent là-dedans. Pourquoi? Parce que vous avez des milliardaires qui sont persuadés qu'ils arriveront à progresser là-dessus. Et alors je sais par expérience que quand vous mettez plusieurs milliards de dollars sur un sujet, les choses avancent. Pas toujours dans la direction où on a prévu qu'elles avanceraient, mais elles avancent. Voilà, ça c'est la première tendance, le transhumanisme, qui est une tendance globale, lourde. Il y a des philosophes, il y a des écrivains qui en parlent. Vous avez des stratégies au niveau mondial, vous avez des échanges d'informations, vous avez des projets de recherche autour de ça. Et pour cette raison-là, je ne vais pas vous en parler. Parce que vous connaissez, et puis a priori, il suffit de se renseigner un petit peu là-dessus, vous allez trouver sur des tas de merveilles. Mais il faut savoir que c'est une tendance lourde, mais qui me met au centre des choses. La tendance dont je vais vous parler, qui est quelque chose d'un petit peu différent, ça s'appelle la matrice attentive. La matrice attentive, ce n'est pas une tendance, ce n'est pas quelque chose que vous allez voir, ce n'est pas identifié. Il faut juste, pour l'identifier, rassembler tout un tas de puzzles, de trucs et de morceaux. C'est quoi une matrice attentive? Je repars de mon bonhomme, là, mon être humain, imaginez-le, mon Léonard de Vinci enfermé dans son petit truc, et je lui rajoute des couches. Je lui rajoute une habitation qu'il aime. Je lui rajoute des choses intimes qui s'occupent de lui. Je lui rajoute tout un tas de machins, un compagnon numérique, comment dirais-je, des couches. Je lui rajoute une couche qui va gérer l'information qu'il reçoit, qui va gérer la manière dont il s'interface avec les réseaux. Je lui rajoute une couche qui va s'occuper de son bien-être. Je lui rajoute autant de couches que je veux. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens une espèce de machin dans ce genre-là, c'est-à-dire une matrice dans laquelle on est suffisamment bien, parce qu'elle est à sa taille, qu'on n'a pas nécessairement envie d'en sortir. Comment ça se passe, la matrice attentive? Alors, elle est constituée de couches totalement indépendantes. C'est-à-dire que quand vous avez une couche qui vous gère, qui s'occupe de votre santé, elle est totalement indépendante, a priori, de la couche qui s'occupe des bouquins que vous achetez sur Amazon, par exemple, ou des journaux que vous lisez. Ce n'est pas les mêmes gens, ce n'est pas les mêmes métiers. Il n'y a pas une espèce de Big Brother qui a envie de vous contrôler. Dans le transhumanisme, il y a, je dirais, des espèces de groupes qui travaillent pour faire avancer les choses globalement. Là, c'est des services fournis par des sociétés, des conglomérats, des cartels, voire même des petits trucs qui progressent, qui rajoutent des choses. Vous allez voir que par rapport à la fresque qu'on vous a montrée, là vous avez parlé d'hologrammes, vous avez parlé de choses de ce genre, vous allez voir que c'est beaucoup plus avancé que ce qu'on croit. Simplement, c'est pas arrivé jusqu'ici, mais dans le pays d'à côté, ça y est. Je vous explique. Donc, des trucs indépendants, c'est une approche qui est sociétale, c'est-à-dire que ça ne vous concerne pas vous. On ne le fait pas pour vous spécialement, on le fait pour un ensemble de gens. Il se trouve que vous en faites partie. Si j'essaie de trouver une solution pour que, par exemple, les magasins dans lesquels vous allez soient plus conviviaux, vous reconnaissent et vous fournissent a priori les choses dont vous avez besoin, ce n'est pas vous, monsieur Dupont ou madame Durand qui êtes concerné, c'est tout le monde. C'est parce que le magasin veut mieux vendre. D'accord ? Donc ce n'est pas quelque chose qui vous concerne. Ça part d'un bon sentiment aussi, ça c'est une chose importante. C'est fait a priori pour vous aider. C'est la seule façon d'ailleurs pour laquelle ils le font. C'est comme ça, ils sont sûrs que vous allez acheter le truc. C'est-à-dire, derrière, il y a toute une dimension commerciale qui est fondamentale. Bon. L'individu reste le même, c'est l'univers autour de lui qui change. Et la frontière ultime n'est plus de dire « je vais devenir le surhomme absolu, je ne vais pas mourir, je vais visiter les autres planètes, je vais être capable de vivre au fond de l'océan », c'est de dire « je vais être enfermé dans un endroit qui sera tellement bien que j'ai plus envie d'en sortir ». La frontière ultime de la matrice attentive, c'est la matrice. On y est bien. C'est un peu comme dans Matrix. Hein. Le personnage qui ne veut pas en sortir parce qu'il y est bien, qui se rend compte que dès qu'il en sort, en fait, c'est gris, c'est sale, il pleut partout et puis il est obligé de bosser. Tandis que dans la matrice, a priori, ça peut se passer bien.
Donc, c'est une interface, et c'est surtout une interface de la réalité qui rend la réalité beaucoup moins désespérante. Parce que le gros problème qu'on a, c'est que la réalité se fout éperdument de nous. La réalité, la vraie. Vous regardez l'univers, vous regardez les étoiles, elles n'en ont rien à cirer de vous, et c'est très bien. Simplement, il faut une certaine idée des choses pour l'admettre. Ce qu'on préfère, c'est quand même regarder le ciel, et puis que les étoiles se mettent en place pour dire « Bonne nuit, Jean-Claude ». Ça, ce serait absolument génial. Tous les soirs, je me dirais « Waouh, il y a quelque part là-haut quelqu'un qui m'aime ». Bon, ce n'est pas encore le cas, mais je peux peut-être m'arranger pour qu'il y ait des fenêtres qui fassent ça. Si ça se trouve, je viens d'avoir une bonne idée. Tiens, il faut que je le note. Bon. Alors, comment est-ce que c'est apparu, cette fameuse matrice? Bon, elle est apparue, en fait, tout simplement au moment de la digitalisation. Tout simplement. Parce qu'avant, c'était juste physiquement pas possible. D'accord? Ensuite, parce que nous avons banalisé, à un point qu'on n'imagine pas, les capteurs, les choses qui prennent des données de vous ou de ce que vous faites, autour de nous. Est-ce que vous savez combien il y aura de capteurs connectés à Internet dans le monde dans 4 à 5 ans? Je suis tombé sur ce chiffre en faisant des recherches au niveau d'Airbus. Il y en aura 1 trillion. 1 trillion, c'est 1000 milliards. Oui, d'accord? Ça en fait beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de capteurs par personne. Si on distribuait à peu près équitablement, ça ferait une grosse centaine de capteurs par personne. Et en fait, vu que ce n'est pas distribué équitablement, ça en fait plusieurs milliers. Vous êtes capté partout. J'ai mon téléphone, j'ai mes cartes Visa avec une puce RFID, j'ai ma voiture avec un G. Donc, des informations partout. Voilà. Ça, c'est un point. Donc, voilà comment c'est apparu. On a eu des internets personnalisés, c'est-à-dire qui ont été capables de vous parler à vous comme si vous étiez différents de voisins. Moi, quand je me connecte sur Amazon, et quand mon épouse se connecte sur Amazon sur l'ordinateur d'à côté, ben on ne voit pas la même page d'accueil. C'est normal, on n'achète pas les mêmes livres, on n'achète pas les mêmes choses. Ensuite, vous avez un truc qui est formidable, c'est tout ce qui est smartphone, les Walkman, les casques audio isolés, les casques de vision 3D, c'est génial ça, les casques de vision 3D. C'est vraiment, là vous êtes complètement dans la matrice, ça va fabriquer la vue, le son, maintenant on travaille sur les odeurs, on travaille sur un certain nombre d'aspects de toucher, sur les aspects de vertige, c'est génial. C'est la matrice. La standardisation aussi, parce que ça facilite ce qu'on appelle l'interopérabilité, c'est-à-dire la possibilité pour les données de Dupont d'être connectées par Durand, qui récupère des choses, qui fait des modèles à partir de là. Vous avez ce qu'on appelle la systématisation des métadonnées personnelles. Ce que vous êtes, vous, en tant qu'individu, ce que je suis, moi, c'est un modèle, c'est un ensemble de données. Et ces données-là, elles sont standardisées. Il y a de plus en plus de façons de dire, on va vous connaître par un ensemble de choses. Vous avez des cases, vous tapez monsieur, madame, autre, vous avez votre prénom, votre nom, mais vous avez tout un tas de choses qui vont de votre poids, de votre profil psycho, etc., qui sont à leur tour standardisées. Donc ça veut dire que vous avez énormément de données standardisées et donc c'est facile de traiter 1 million de personnes d'un seul coup, puisque c'est, entre guillemets, le même format. C'est amusant, ce genre de choses. On le voit apparaître petit à petit, on s'est dit, tiens, je n'avais pas pensé à tout ça. Vous avez les protocoles push, vous avez l'Internet 2.0, vous avez les outils d'interface élaborés. On oublie qu'on fait de l'interface spatiale, qu'on fait de l'interface de jeux vidéo, qu'on fait de l'interface de poste de pilotage, qu'on fait de l'interface de pilotage de drone. Je ne sais pas si vous avez piloté des drones dernièrement, c'est rigolo à faire, mais vous avez un casque 3D, vous avez votre drone et vous survolez les trucs, c'est absolument génial. Bon, il ne faut pas se casser la figure parce qu'on a tendance à oublier où on est, mais on est vraiment en train de voler, quoi. Donc tout ça, ça fait la matrice. C'est bien la matrice. Ça apparaît petit à petit. Vous voulez un exemple tout bête? On se dit, oui, la matrice, moi, ça ne me concerne pas. J'ai mon jardin, etc. Je sais ce que c'est que la réalité. Je ne suis pas prisonnier de ce genre de trucs, etc., etc. Ça me fait penser à ce type dans une brève de comptoir qui disait, il paraît que les satellites sont capables de voir maintenant un objet de la taille d'une balle de ping-pong. Et il ajoutait, moi, je m'en fous, je joue dans le garage. D'accord, mais ça n'empêche pas que le problème existe. Alors, vous voulez un exemple tout bête? Eh bien, très simplement. Quand on voyage dans les années 1970, je suis encore assez jeune de m'en souvenir puisque je suis né à peu près à l'époque des dinosaures, on partait, on laissait tout derrière soi. On n'était plus joignable. On allait à la découverte de quelque chose qu'on ne connaissait pas. Quand je partais, j'avais 20 ans, on me disait, essaie de trouver une cabine téléphonique quand tu seras arrivé, au moins pour nous dire que tu es arrivé. D'accord ? Donc cette espèce de vision de je ne suis plus là, je suis ailleurs, et ça devient une autre réalité, et moi, je suis forcé de changer. Ça, c'est les années 70. Bye bye, elles sont plus là. Je voyage maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'amène tout avec moi. Je reste joignable. La première chose que je fais en arrivant, c'est d'envoyer un tweet en disant « Et les mecs, je suis arrivé ». Quelquefois même, j'ai tweeté dans l'avion.
C'est quand même important, c'est mieux que les gens sachent que je suis dans l'avion quand même, c'est quand même un truc super important. Je suis arrivé là-bas, j'ai mes bouquins, j'ai mon téléphone, j'ai mes films, parce que j'ai amené un petit disque dur avec mes films, des fois où il n'y aurait rien à la télé. En plus, si c'est un pays avec une langue différente, ils n'auront rien à la télé qui m'intéresse. Donc j'amène mes films, c'est génial. Je sais où je suis, j'ai une carte, je ne suis jamais perdu, hein, j'ai Google Maps, j'ai tout un tas de machins, et d'une certaine façon, j'ai trimballé mon univers avec moi. Moi, je suis effaré par les gens qui vont, je me suis retrouvé au Japon il y a 2 mois, qui vous montrent la photo de leurs gamins qui sont dans l'avion, ils débarquent au Japon. Alors que par le hublot, vous avez le mont Fuji. Et ils vous disent non, mais regardez la photo de mon gamin. Ben, j'en ai rien à foutre de la photo de ton gamin. Ton gamin, tu l'as laissé derrière. Tu es venu voir le mont Fuji. Regarde par le hublot. Ben non. Voilà. Donc voilà. La matrice est là. La matrice, on est dedans. Bienvenue dedans. Et voilà, le monde est devenu, comme dit mon petit camarade, enfin ex-petit camarade J.G. Ballard, le monde est une immense banlieue. D'accord ? Alors, à partir de là, je vais vous montrer de quoi la matrice a besoin. Je vais vous parler des différentes couches que je connais. Je suis loin d'en connaître toutes et on pourra discuter. Vous avez le droit et le devoir de m'interrompre, de me jeter des cailloux à la tête, de faire des danses du ventre, enfin tout ce qui peut contribuer à enrichir le débat. D'accord ? Donc, première étape, de quoi est-ce qu'elle a besoin ? Alors, elle a besoin de capteurs. Mais ça tombe bien, il y en a. Ce matin, j'étais dans mon aéroport, j'avais amené je me suis acheté un nouveau casque pour m'isoler du bruit, il est Bluetooth. J'ai essayé de me connecter avec mon ordinateur sur le casque Bluetooth. Le temps que je trouve l'objet casque dans la liste des machins Bluetooth connectés en attente, j'ai dû défiler 3 ou 4 écrans. Il y en a partout. Tout le monde a des machins Bluetooth connectés, des téléphones, des ordinateurs, des trucs, des puces, des machins, etc. Tout le monde. Voilà. Donc, ça tombe bien, on en a. Des capteurs, ça ne manque pas. On a besoin d'un énorme stockage de données personnelles, anonymisées ou non. Certes. Sauf que je viens d'acheter un disque dur d'1 Tera pour 58 € à mon Darty personnel. Et je pense que 2 Tera, ce sera le même prix l'année prochaine. D'accord ? L'espace de stockage, on l'a. L'espace cloud, on l'a. Au point d'ailleurs que je crois que c'est 10% de toute l'électricité consommée dans le monde sont des serveurs de gestion de données. Entre l'Internet, les capteurs et le stockage des données, je crois qu'on utilise une proportion d'énergie totalement effarante, ce qui explique que beaucoup de fermes d'ailleurs de serveurs sont en Alaska ou dans des endroits vraiment bien froids, parce que d'abord, ils chauffent les immeubles, et puis le refroidissement est un petit peu plus facile. Voilà. On a besoin de ça, on a besoin de modèles comportementaux. Alors ça, c'est bien ça aussi. Un modèle comportemental, c'est quoi? Un modèle comportemental, c'est quelque chose qui est capable de vous aider à prédire ce que vous allez faire. Non pas que je veuille savoir ce que vous allez manger ce soir. Ce n'est pas le but. Mais je tiens à savoir quelles courses vous allez faire dans le courant du mois. Et ça, je peux parfaitement le faire. Pourquoi ? Parce que j'ai accès à toutes les courses que vous avez faites depuis 10 ans. Je suis capable de les corréler avec le fait que votre famille s'est agrandie ou que vous avez eu tel et tel problème de santé qui vous a poussé à changer votre truc. Donc, je suis parfaitement capable de modéliser ce que vous allez acheter. Pratique, je suis un magasin. Si ça se trouve, je peux vous proposer des promotions sur les choses que vous allez acheter de toute façon ou au contraire, sur les choses que vous n'auriez pas pensé à acheter. Ces modèles comportementaux, il y a quelque chose qui s'est développé il n'y a pas très longtemps. On a en mathématiques et dans les problèmes de simulation, c'est ce qu'on appelle les surfaces de réponse, les surrogate models. Un certain nombre d'entre vous en ont peut-être déjà entendu parler. Je peux vous garantir que quand on fait des produits complexes comme des avions, ça sert. Ben, qu'est-ce que c'est? C'est simplement qu'on a tout un tas de cas, on les a récupérés, c'est des données. On sait ce que vous avez fait le mois dernier, le mois d'avant, etc. On a une espèce de surface à peu près couverte de points. Et si on veut ce qui se passe à un endroit où il n'y a pas encore de points, ben on trace les courbes entre les points principaux et on tape au milieu et on dit ben c'est la moyenne entre ça, ça, ça et ça, quoi. Et avec ça, avec ce type de modèle, on arrive avec quelque chose qui demande la puissance d'un tableau Excel, c'est-à-dire pratiquement rien, on arrive à faire un modèle extrêmement précis de ce que vous êtes, de ce que vous allez faire. Ça existe. Ne croyez pas que ça disparaisse, au contraire, ça s'agrandit. Au point qu'il y a de moins en moins de gens qui sont questionnés par les instituts de sondage, parce que les gens ne sont pas fiables. Les gens adorent mentir aux instituts de sondage. Vous allez voter qui? Ah, moi je vais voter machin, alors qu'en fait on va voter truc. Mais c'est juste pour les emmerder, parce qu'après tout, les instituts de sondage, c'est le mal. Par contre, votre modèle, celui qui se base sur ce que vous gagnez, sur ce que vous achetez, sur le type de voiture que vous avez, sur le type de personnes que vous rencontrez, lui, il va dire pour qui vous votez, avec une certitude beaucoup, beaucoup plus importante que si on vous interroge. Donc moi je suis un institut de sondage, c'est plus vous que j'interroge, c'est votre modèle. Ça tombe bien, il est là. On a besoin aussi d'outils d'interprétation. Alors les outils d'interprétation, ce qu'on appelle le big data, vous savez, vous avez cette énorme masse de données, là, c'est super bien. Ben,
qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Ça consiste à avoir une espèce d'immense mer et à fabriquer une petite épuisette qui va ramener uniquement un certain type de petits poissons cachés dans la mer. Si vous fabriquez la bonne épuisette, vous allez trouver des choses extraordinaires. J'ai eu le cas, parce que je m'occupe beaucoup de projets européens, et je suis expert là-bas, je regarde un petit peu ce qui se passe. J'ai vu passer un projet qui était absolument hallucinant, très rigolo. Des gens qui fabriquent des voitures, un grand fabricant de voitures italien, je ne vous dirai pas son nom, je n'ai pas le droit, vous pouvez imaginer. Lui, il a un problème, tout simplement, c'est que les gens qui achètent ces voitures ne vont plus chez le concessionnaire de la marque. Pourquoi? Parce qu'il est plus cher, parce qu'il n'est pas toujours pratique, et parce qu'on fait changer son pare-brise chez Carglass, on fait changer ses pneus chez machin, on fait changer son pot d'échappement chez Midas, on ne va plus chez le concessionnaire. Résultat des courses, il n'a pas les informations des gens qui arrivent chez le concessionnaire en disant « j'en ai marre de cette bagnole, elle a vraiment des problèmes, ou j'ai encore pété le cendrier, ou je trouve que la suspension est un peu dure ». Or, ces informations-là, ils en ont besoin. Ils en ont besoin pour améliorer le produit, pour que le coup d'après, ça soit corrigé. Mais ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un projet pour se connecter sur Facebook, parce qu'en Italie, quand vous râlez contre votre bagnole, vous postez un truc sur Facebook. Ma bagnole de merde, elle m'a encore pété 2 fois de suite le truc, je viens de dépenser 500 € chez le garagiste, j'en ai marre. Et donc, vous regardez sur les pages Facebook des gens, en se fichant éperdument qu'il s'agisse de Dupont, Durand ou Dubois, hein, mais tout ce qui concerne le modèle, tel modèle de ma voiture, et vous dites à partir de là, j'ai toute la remontée des gens qui se plaignent. Et en plus, comme ils se plaignent sur Facebook, ils disent la vérité. Parce qu'à mon garagiste, ils ne vont peut-être pas dire la vérité. Là, au moins, ils s'expriment. Donc, vous voyez, on a des big data, on a des modèles, on a des outils d'interprétation, on a des intelligences artificielles. Alors, l'intelligence artificielle la plus intelligente, elle est encore plus conne qu'une cuillère. Il faut bien le comprendre. Ça n'a rien d'intelligent, une intelligence artificielle. C'est quelque chose qu'on a baptisé comme ça pour des raisons de marketing, mais c'est un outil, c'est un programme. C'est un programme non déterministique avec des techniques différentes, mais ça reste un programme. Et les gens qui vous disent l'intelligence artificielle va nous attaquer, c'est à peu près comme si vous dites j'ai fabriqué un super Opinel, je l'ai posé sur la table, il va me sauter à la gorge. Ben non, il n'est pas fait pour ça. Voilà. Mais on en a plein. Et puis, on a aussi des choses qui permettent, à partir du moment où on a trouvé quelque chose, de vous parler. C'est votre téléphone qui vous envoie des SMS. Une partie des SMS que vous recevez ne sont pas envoyés par des gens, sont envoyés par des machines, par des intelligences artificielles. Ça peut être un haut-parleur dans votre maison qui vous dit « tu as pensé à prendre tes médicaments ?» ou « tiens, tu vas bientôt manquer de tel produit » ou « au revoir ». Voilà. Et ce qui manque, évidemment, et ce qu'on est en train d'avoir en quantité absolument phénoménale, vous êtes en train d'en créer ici, dans ce lieu même, des désirs. Et à partir du moment où vous avez une désir, vous avez une envie, vous dites tiens, j'aimerais bien, je sais pas, la téléportation, on va peut-être dire que c'est pas une bonne idée, mais j'aimerais bien des hologrammes chez moi. On va vous les fabriquer, ça tombe bien, il y a un business. Si vous êtes prêt à les payer, si vous êtes capable de les payer, on va vous le faire. C'est comme ça que le système fonctionne. Voilà. Donc tout ça, vous l'avez. Et alors, on a parlé de, vous savez, des hologrammes qui n'apparaîtront que dans 10 ans, etc., etc. Il y a 2 mois au Japon, 3 mois. J'étais en juin au Japon. J'avais une superbe chambre d'hôtel. Et j'avais ce petit machin dans la chambre d'hôtel, cette espèce de truc. Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? C'est un haut-parleur qui vous raconte des trucs, qui vous parle, qui vous aide, et qui est doté d'un petit hologramme qui vous salue, qui vous fait « très bien ». Bon, le seul problème, c'est qu'il parlait japonais. Moi, j'entrave rien au japonais. Je suis rentré, la dame qui nous a amené jusqu'à la truc nous l'a débranché en nous expliquant que, mais vous partiez, vous quittez la chambre, elle vous disait au revoir, elle vous accueillait en disant bonjour Jean-Claude Dugnac, je suis très content que vous soyez revenu. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Voulez-vous que je vous fasse couler un bain ou un truc comme ça? On peut lui demander de vous faire couler un bain. C'est génial, un truc comme ça. Ça s'appelle un effecteur, c'est-à-dire quelque chose qui est un interlocuteur qui vous parle. Et qui vous rend, je veux dire, qui vous donne un sentiment d'importance absolument formidable. Parce que vous rentrez en disant Jean-Claude Dugnac, tu es enfin de retour. Laisse-moi te faire couler un bain. Vous dites, qu'est-ce que je suis bien, qu'est-ce que je suis un type important quand même. Bon, évidemment, on vous le dit en japonais, ça perd un peu l'aspect du truc. Mais vous savez, il y a un machin aussi au Japon qui est absolument hallucinant, j'en parle un peu plus loin, c'est les toilettes. Les toilettes, c'est des espèces de machins, ça ressemble à... Je veux dire, les toilettes françaises, on va dire, c'est la de chevaux. Là-bas, vous avez l'équivalent de la Ferrari et volante en plus. D'accord? Donc, c'est des machins qui ont tout un tas de fonctions. Il y a un tableau de bord qui est grand à peu près comme ça, là. Vous voyez, le truc vraiment... avec 40 fonctions, avec des petits diagrammes. Et... je suis tombé sur quelqu'un là-bas, moi j'ai pas encore connu ça, mais ça vous parle, les toilettes vous parlent. Alors évidemment, lui il parlait pas japonais non plus, il n'avait pas la moindre idée de ce que ces toilettes lui disaient, mais elles lui disaient des trucs. Ce qui est quand même emmerdant. Qu'est-ce que des toilettes peuvent vous dire? Alors évidemment, vous ne pouvez pas demander à votre secrétaire de vous traduire ce que vous disent les toilettes parce que c'est très gênant,
Mais il s'est donc posé la question, il a cherché désespérément le bouton pour enlever ça. Et moi j'avais les miennes, ce qu'elle faisait, c'était un truc génial, elle se dépliait à mon approche. Alors imaginez, vous êtes 3h du matin, vous vous réveillez, vous essayez de réveiller personne dans la pièce, etc. Vous êtes tranquille, vous arrivez dans le truc, et là, d'un seul coup, vous êtes dans Transformer. Vous avez le machin qui fait... Et alors, évidemment, vous avez le mauvais rôle. Vous vous dites, alors vous n'avez pas allumé, et vous avez le machin qui fait... comme ça, qui se déplie, qui allume des petites lumières pour que vous repériez l'endroit où vous êtes. Vous vous dites, mais c'est absolument génial. Voilà, une des couches de la matrice. Et donc, je vous dis bien, les hologrammes, ne croyez pas que ça soit pour après-demain. C'est déjà là dans un certain nombre de pays. Juste pour vous faire coucou. D'accord ? Alors, je vais vous parler de couches. Couche après couche, n'hésitez pas. La première couche, la plus évidente, celle que vous connaissez, c'est l'infosphère. Vous finissez, quand vous ne lisez des informations sur Internet, que par lire les informations que vous avez choisi de lire, faites par des gens qui vous ressemblent, de votre communauté. Vous avez créé une espèce de communauté artificielle. Et vous ne lisez que ce que vous avez envie de savoir. D'accord ? Ça s'appelle une infosphère, c'est très clair. Donc, ce qu'on veut faire, les choix culturels aussi. Moi, quand je vais sur Amazon, Amazon me propose des bouquins qui vont me plaire. Pourquoi vont-ils me plaire ? Parce que j'ai déjà acheté des bouquins comme ça. Me propose un auteur que j'ai déjà lu. Me propose un auteur qui est aimé par les personnes qui me ressemblent. La possibilité d'une bonne surprise d'un bouquin que j'attendais absolument pas disparaît. Mais en même temps, il y a tellement de mauvaises surprises que c'est plutôt sympa de se dire, vu les millions et les millions de livres à lire, de me dire, là, je vais tomber à peu près juste parce que Amazon me l'a conseillé. C'est pas idiot. D'accord ? Vous avez ce qu'on appelle l'ego surf. Il y a beaucoup de gens qui ont programmé, moi le premier, un petit machin pour dire, tiens, est-ce qu'on parle de moi sur Internet ? J'adore ça sur Internet, sur Twitter, etc. etc. C'est super, c'est génial. Alors tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les heures, pour certains, il paraît, vous avez un truc qui vous dit, tiens, on vous a dit ça. Il y a des gens dont le... Bon, des stars, hein, mais qui ont des gens dont le métier, c'est de sortir les courbes chaque jour du nombre de fois où on a prononcé le mot Kim Kardashian ou, je sais pas, ou Emmanuel Macron ou ce que vous voulez, avec le taux de remplissage, le taux de trucs positifs ou pas. Bon, il y a ça. Vous avez, on gère aussi les urgences, le planning. Ce qui est bien, c'est parce que vous avez une couche d'information qui vous dit les choses urgentes que vous devez savoir. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'une chose urgente ? Quand c'est mon agenda, j'ai marqué une réunion, c'est très bien. Mais est-ce que, par exemple, on me dit « Attention, il y a un ouragan qui approche ». C'est une urgence, c'est vrai que c'est important que je le sache. Ou « Attention, ta voiture devrait aller chez le concessionnaire, tu n'as pas changé l'huile depuis tant de kilomètres ». Ça peut aussi être vécu comme une urgence, c'est utile. Mais à un moment donné, qui filtre, qui décide ? Cette couche d'infosphère, c'est une couche de la matrice. C'est une couche épaisse. Et c'est une couche qui vous dit bien, je ne te dis que ce que tu veux savoir. Donc, c'est toi qui es encore une fois au centre du truc. Très bien, j'aime beaucoup. Voilà. L'inconvénient, évidemment, c'est que pour les gens qui reçoivent des spams, les spams sont de mieux en mieux ciblés. Hein, je veux dire. Ça fait bien longtemps que mon épouse ne reçoit plus de spam pour du Viagra. Et ça fait bien longtemps qu'on ne me propose pas de la lingerie. D'accord ? Par contre, je peux vous garantir que des tas de trucs relatifs, même ne serait-ce qu'à un petit problème que j'ai eu de santé il y a 15 jours, je vois apparaître des médicaments qui ressemblent à ceux que le médecin m'a prescrit. Comment le sait-il ? Eh bien, la matrice s'est débrouillée pour qu'entre couches, ça communique. Vous faites-y attention, regardez sur votre mur Facebook, si vous en avez un, la liste des publicités qu'on vous a mises à droite. Ben vous allez vous apercevoir à quel point elles sont interfacées par rapport à votre vie. Même les gens dont on vous dit « est-ce que vous ne connaîtriez pas telle ou telle personne ?» vous apercevez qu'elles viennent de vos mails, qu'elles viennent de vos interactions sociales, alors que Facebook n'est pas censé les connaître. Mais il s'est débrouillé pour les savoir. Je dis Facebook, c'est valable pour les autres. La deuxième couche, c'est un truc qui est bien, on est mesuré. Super. On sait combien on pèse, son rythme cardiaque, combien on a fait de pas dans la journée. On a le boulot qui nous a évalués, on est super content. Hein, on sait, ça, le boulot peut-être moins, mais enfin bon, on sait des choses. On a nos performances, on a notre efficacité au travail, on a des sextoys qui vous mesurent la performance sexuelle avec des courbes d'apprentissage pour vous aider. C'est quand même génial. Je veux dire, ou pas, mais ça existe. Voilà. La popularité, c'est un point de mesure qui est fondamental. La popularité, vous vous rendez compte qu'on la mesure, qu'on vous renvoie des informations factuelles, précises, avec des chiffres, pour vous dire, vous êtes plus ou moins populaire. D'accord ? Si vous regardez les petites phrases que je cite, là, vous avez, tu as combien d'amis Facebook, j'ai été liké 150 fois pour mon dernier post, ma société est numéro 3 en référencement Google, j'ai 1450 followers, ça doit vous parler, ce genre de phrase. Elle n'existait pas il y a 20 ans. Elle n'avait aucun sens. Elle n'était même pas concevable d'un point de vue philosophique.
l'idée que votre popularité, votre existence même puisse être mesurée à ce genre de choses n'avait pas encore pénétré dans l'esprit des gens. Ce qui est pratique, c'est qu'avec un système comme ça, tout le monde peut avoir le sentiment d'être mesuré. Et si on est mesuré, c'est qu'on est important. Sinon, c'est qu'on n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, la matrice se forme avec ce genre d'informations, toujours disponibles. Et puis, vous avez ça. Bon. On sait où nous sommes, on sait ce que nous avons vu, le nombre de gens qui vous disent « dites à votre ami que vous êtes à tel endroit, à tel truc ». Moi, j'ai ça sur mon mur Facebook en ce moment. Tiens. Voilà. Et le tout, évidemment, c'est fait pour nous améliorer, pour mieux vivre les choses, pour être, je dirais, optimal. La recherche d'optimalité ou la recherche d'amélioration, c'est une recherche tout à fait bienvenue. Hein. C'est très utile. Sauf que, bon, on peut se poser des questions. Mais c'est une couche. Et c'est une couche qui s'interface avec par exemple, les informations que vous recevez. Si on s'aperçoit que vous marchez de moins en moins, et s'il existe un programme qui s'inquiète un peu pour votre santé parce qu'il a été payé pour ça, parce qu'il a été conçu pour ça, il va peut-être vous faire passer des articles disant « la marche, c'est bien, demi-heure de marche par jour, ça évite des tas de problèmes cardiovasculaires ». Si vous avez des problèmes de nature sexuelle, vous allez avoir tout un tas de machins qui vous disent « tu sais que tu peux acheter des produits ou que tu as telle personne qui vient de s'installer dans ton quartier qui te consulte ». Vous ne saurez pas d'où ça sort, mais vous vous dites, tiens, je ne suis pas optimal, donc le système a permis de m'améliorer. Ou tout au moins, il me fournit des pistes. Tout ce que je vous raconte, c'est aujourd'hui. Hein, c'est ce que vous avez sur vos machins, c'est aujourd'hui, c'est même hier. D'accord ? On est en train de discuter de quelque chose, la notion de matrice. On va être amené à vivre dedans. Enfin, on est déjà en train de vivre dedans. Hein. Suspense. Donc, pareil, quand on parle de suivi individuel de santé, ça, c'est des choses qui sortent de la Commission européenne. Le suivi individuel de santé, l'objectif, c'est prolonger la vie. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur cette idée-là, ça me paraît bien. Rendre la vie plus confortable et productive, en particulier dans les dernières phases de la vie. Donc la vie plus confortable, vivre mieux, vivre plus longtemps, et ne pas vivre plus longtemps comme des légumes dégénérés, mais plutôt en forme et plutôt appréciant la vie. Ça, c'est chouette. Remplacer de nombreux soins par de la prévention, parce que la prévention, ça soigne mieux, ça évite des tas de problèmes, et puis ça permet d'agir plus vite. Ça diminue les morts, ça coûte moins cher à la sécurité sociale aussi, mais ça a vraiment un effet sur les gens. Détecter un cancer en phase pré-développement, c'est avoir la certitude, ou presque, qu'on peut le guérir. Le détecter alors qu'il a commencé à proliférer partout, c'est déjà beaucoup plus embêtant. Je préfère annoncer à une personne qu'on a juste trouvé un petit bout de machin, mais qu'on va le traiter en 10 minutes, plutôt que de lui dire, tu sais, tu en as dans le foie, tu en as dans les poumons, tu en as dans le cœur, rentre chez toi et mets tes papiers en ordre. Situation différente, d'accord ? Quels sont les moyens qu'on se donne? On nous mesure, on nous examine, on nous analyse tout le temps, on modélise ce que nous sommes. Tout ça, c'est des projets européens, hein, c'est des axes de recherche. On nous modélise et puis on nous alerte, voire quelquefois on prend la décision à notre place. Ça peut être insidieux. Je commence à avoir les artères un peu bouchées, ça tombe bien parce que j'adore les steaks ruisselants de graisse et les frites qui ont été faites dans la graisse de canard. Bon. Ben, c'est curieux, dans mon frigo, il y a vraiment beaucoup de brocolis depuis quelques temps. Comme ce n'est pas moi qui m'occupe de faire les courses, c'est le système, ben, je vais vraiment être obligé de manger des brocolis, ben, puisqu'il n'y a rien d'autre, je vais être obligé d'en manger. D'accord ? Et curieusement, mon cholestérol lipidique, etc., va disparaître. Enfin, va disparaître, non, va légèrement diminuer. Je vais peut-être gagner quelques années. D'accord ? Mais ce n'est pas moi qui ai décidé de manger les brocolis, c'est le système. Toujours pareil, les interactions entre les couches. Ça, c'est un exemple de truc. C'est un exemple de la matrice parce que vous avez donc les fameuses toilettes japonaises avec tout un tas de machins. Encore, je ne vous montre pas le tableau de bord parce que c'est vraiment quelque chose. Vous avez un truc qui est marrant, tiens, qui arrive au Japon aussi. Cette dame, en fait, est une intelligence artificielle qui anime une image sur un écran qui, quand vous êtes malade, et quand vous êtes sérieusement malade chez vous, est en permanence à l'affût de ce que vous êtes et de temps en temps vous parle. Ça a l'air d'être un truc idiot, mais j'en ai discuté avec des médecins qui s'occupent de problèmes d'Alzheimer, qui vous disent, dès qu'on a détecté l'Alzheimer, on peut le détecter maintenant de plus en plus tôt, mais la grande difficulté, c'est de convaincre les malades de ne pas oublier de prendre les médicaments. Donc un système qui les leur rappelle, et qui leur rappelle qu'il y a un certain nombre de choses à faire, c'est un bon système. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui est censé vous aider. Et c'est vrai que d'une certaine manière, ça vous aide. Moi qui suis dans un état pré-diabétique, je ne suis pas encore diabétique, mais je le serai dans quelques années, j'espère le plus tard possible, j'ai fait une étude pendant 1 an où j'ai été entièrement analysé. J'avais une balance, tous les jours je me pesais, ça envoyait les informations sur un serveur, etc. Je prenais ma glycémie tous les 2 jours, enfin je veux dire, j'avais tout un tas de trucs, j'avais mon Fitbit, j'avais des tas de machins, et ils avaient une espèce de profil de ce que je faisais, et ce qui a été très pratique, c'est qu'à la fin de l'étude, ils m'ont dit, tu sais, ce qui marche le mieux chez toi, c'est que tu prennes tes médicaments dans tel ordre, les mêmes médicaments que ce que je prenais, mais tu vas les prendre dans tel ordre, à tel moment de la journée, et crois-moi, c'est mieux.
Et ils ont raison, c'est mieux. Donc voilà une information utile, on a pu gérer. Sauf que, encore une fois, c'est une couche de la matrice. C'est une couche qui vous analyse, qui vous modélise, qui intervient sur votre vie tout en vous mettant au centre des choses. C'est fait pour m'aider. On est tout à fait d'accord que toute chose qui pousse à me faire vivre plus longtemps et dans de meilleure santé et de manière plus heureuse, je la considère comme plutôt positive. Sauf que c'est une couche. Voilà. Alors là, je me suis permis, il y a 2 jours de ça, c'était le Dilbert du jour. Ça tombait tellement bien avec ce que j'allais raconter que je l'ai rajouté. C'est véritablement le type qui dit, voilà, on a un machin, tous les employés vont être monitorés toute la journée et les informations iront dans le cloud de la compagnie. Et l'un des employés dit, donc c'est vraiment que tu te soucies de notre santé. Et le chef, avec cette espèce de rictus diabolique, dit, on va dire que c'est pour ça. D'accord ? Il y a aussi d'autres raisons. Parce qu'il y a des raisons moins nécessairement utiles. Avec un système comme ça, je peux vous vendre des médicaments, je peux vous vendre des choses que vous allez acheter parce que vous aurez le sentiment qu'ils amélioreront votre santé. Et d'une certaine façon, ce sera le cas. Voilà une couche. Bon, une troisième couche, c'est « je suis isolé et protégé ». Alors là, ça c'est une chose pour moi qui fait de l'avion. Très souvent, vous vous baladez, vous avez un casque, quelquefois avec un truc vidéo, vous avez des projets, ça c'était un projet qu'on avait fait chez nous, d'un siège avion carrément qui se refermait sur vous, et dans lequel vous regardiez votre film, vous écoutiez votre musique, vous étiez protégé du bruit, et vous étiez protégé de vos voisins. Encore une fois, dans les années 70, il était inconcevable de prendre l'avion sans parler à son voisin. Maintenant, il est inconcevable de prendre l'avion et de ne pas avoir un casque pour se protéger du voisin qui veut vous raconter sa vie. On a légèrement changé de ce côté-là. On est dans la matrice. D'accord ? Mais ça, donc, ce genre de projet, il faut que vous sachiez que ça existe. Il existe aussi des projets de vêtements connectés, avec capuche, où à l'intérieur de la capuche, on vous projette un certain nombre d'informations dont vous pouvez avoir besoin. Par exemple, vous êtes dans un aéroport, vous rabattez votre capuche, on vous dit, il faut tourner à droite parce que tu vas à la porte B57. Ou alors, tiens, tu as vu qu'il y a une promotion sur le whisky que tu aimes dans tel magasin. Le deuxième est peut-être moins important. Mais c'est certainement celui qui sera mis en place le premier, parce que c'est lui qui rapportera de l'argent. D'accord ? Bon. Lieu public qui nous reconnaît. Un des trucs les plus classiques qu'on voit aussi apparaître, c'est le modèle de soi, le modèle 3D. Vous savez, je vais passer vite pour vous montrer le petit dessin. Il y a déjà depuis 15 à 20 ans, il existe des espèces de cabines téléphoniques dans lesquelles vous rentrez, vous vous mettez en sous-vêtements, et ça vous prend une image 3D de vous-même, très précise, que vous pourrez renouveler régulièrement. L'avantage, c'est que vous rentrez dans un magasin de fringues, vous mettez la carte contenant votre image 3D dans le lecteur et ça vous sort ce qui vous va. D'accord ? Dans tous les modèles, vous vous dites ce qui me va, c'est ça. Alors, pour les gens qui adorent faire du shopping et essayer, c'est peut-être pas nécessairement une super idée. Mais croyez-moi, quand on est un homme et que l'idée d'aller s'acheter des pantalons ou des chemises, c'est un véritable cauchemar, et j'en connais, ce genre de truc, c'est génial. Et il y a un endroit dans lequel ça sert énormément, c'est dans l'armée. Parce que le but, c'est pas de coller un uniforme dans lequel on n'est pas bien et qui gratte au mauvais endroit, c'est d'avoir un truc qui est tellement bien qu'on va oublier qu'il est là. Donc il faut qu'il soit pile coupé comme on veut. Et comme on est un certain nombre à acheter de plus en plus de choses sur Internet, on achète des fringues, on se fait faire nos jeans, on choisit même artistiquement les trous de nos jeans. Il y a des boutiques grunge où vous avez des robots qui découpent les trous de vos jeans à l'endroit où vous avez décidé qu'ils sont pertinents. Donc si vous voulez un trou au genou, si vous voulez un trou sur le cul, non mais je parle sérieusement, ça existe. Hein. À Détroit, vous avez ça, hein. Ils ont ce genre de choses. Et quand vous avez votre petite carte, vous la mettez dans le lecteur et vous avez un truc qui va vous aller, mais parfait. Et vous ne vous poserez plus jamais la question de savoir est-ce que ça me fait de jolies fesses ou pas. Non, ça sera pile taillé comme vous avez décidé que ça sera taillé. Vous aurez l'impression d'avoir une couche. D'accord ? Et c'est, comme le disait, une nouvelle couche de la matrice. Voilà. C'est déjà en place dans les armées. Ça sera de plus en plus en place chez les consommateurs qui achètent loin. Nous, on a le sentiment d'aller dans les grands magasins et d'aller faire des courses. Mais vous savez que le modèle des galeries marchandes et des grands magasins est en train de s'effondrer. Il y a de moins en moins de gens qui y vont. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui ferment. Et les gens achètent sur Internet. Ils achètent leurs jeans, leurs fringues, etc. sur Amazon ou sur d'autres. Eh bien, ce genre de choses, ça devient du coup vachement pratique. On n'est plus obligé de dire je fais une taille 44 parce que la taille 44, ça peut être n'importe qui. On est un certain nombre dans cette pièce à avoir la même taille de fringue que moi, mais croyez-moi, on ne se ressemble pas. Et il y a peu de chances qu'on puisse échanger nos vêtements. Pourtant, c'est la même taille. D'accord ? Pour ce qu'on en est aux vêtements, dans les trucs rigolos, les vêtements connectés. Les gens, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie d'un vêtement connecté ? On se dit, mais il faut être con, pourquoi avoir connecté un vêtement ? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est de frimer, de dire ce qu'on a à dire.
Je veux un slogan, je change de truc politique, j'ai instantanément quelque chose qui apparaît. J'ai décidé, au dernier moment dans l'isoloir, de ne pas voter pour Dupont, mais pour voter pour Durand. Et il y aura la pub J'aime Durand qui sortira de l'isoloir alors que je suis rentré avec J'aime Dupont. Bon, c'est ça. Mais vous avez des gens qui vous disent je veux quelque chose de connecté pour rester dans le flow. Qui vous disent je veux que les tweets, qui sont les suites de mes tweets, apparaissent en continu sur mon t-shirt. Vous avez l'impression que c'est de la science-fiction, que ça n'existe pas, etc. Si vous allez à Londres, ce que je vous souhaite, il y a un magasin que j'aime beaucoup qui est à Camden. Camden, c'est une espèce d'immense marché de tout un tas de fringues, tendances, machin, etc. Et vous avez un magasin qui s'appelle Cyberdog. Il existe. Hein, ils ont brûlé il n'y a pas longtemps, mais ça a été un des premiers à être reconstruit. Vous en verrez des fringues comme ça. Il y en a. Et elles ne sont pas nécessairement très chères. Bon, elles ont l'inconvénient d'avoir une espèce de machin un peu lourd, batterie, là, que vous trimballez dans la poche par rapport à votre t-shirt. Mais les fringues qui changent en fonction de l'image que vous voulez mettre, qui affichent un certain nombre de choses, ou qui sont connectées sur votre mur Facebook, pourquoi pas, ça existe. Et si ça existe, c'est qu'il y a un besoin. Et nous, peut-être, enfin moi qui, encore une fois, suis né au siècle dernier, voire même au millénaire dernier, je n'ai pas nécessairement encore compris à quoi ça peut me servir dans ma vie quotidienne, mais je pense que mes enfants et mes petits-enfants savent déjà un certain nombre d'idées pour employer ce genre de truc. Voilà. Encore une couche. On n'a pas fini avec les couches. On a parlé des compagnons surveillants, vous savez, dans la santé, les petits machins, les trucs comme ça. Bon. Vous savez, des petits robots comme ça qui vous parlent, qui apprennent ce que vous êtes, qui vous surveillent, qui sont capables d'alerter tout de suite l'ambulance si vous tombez. Vous êtes une personne âgée, vous êtes une personne dépendante, ça vous parle. Vous en avez plein. Dans des pays, je pense au Japon en particulier, c'est un bon exemple. Le Japon est un pays vieillissant. C'est un pays où il y a de moins en moins d'enfants, où la natalité est en véritable dégringolade. Ils sont à 1,2, je crois, au dernier chiffre. Enfin, la population vieillit de façon phénoménale. Il y a plein de gens âgés et il n'y a pas grand monde pour s'en occuper. Donc vous avez des tas de gens âgés qui vivent dans des petits appartements tout petits, dont ils sortent peu, ou quand ils sortent, c'est véritablement pour voir des gens. Vous avez énormément de bénévoles de 70 ou 80 ans qui font plein de trucs, juste pour être dehors, pour avoir quelqu'un à qui parler. Et bien, ce genre de machin, ça sert énormément pour eux. Moi, j'ai une maman qui avait 94 ans, que j'ai perdue il y a quelques mois, mais je sais que, nous, on l'appelait tout le temps, elle était en interaction permanente, mais elle me parlait de ses amis qui n'avaient pas un coup de fil pendant 3 semaines, un mois. Et qui ne parlait rigoureusement à personne, qui allait acheter une deuxième baguette de pain dans une deuxième boulangerie pour dire 3 mots à une personne différente. Ah oui, non mais ça, c'est aussi un petit peu la réalité. Donc ce genre de truc, c'est bien. C'est votre compagnon, ça vous connaît suffisamment pour être malicieux, c'est personnel, ça vous aide, ça vous apporte. Et puis, il y a une catégorie qui marche bien, c'est la prochaine cible marketing, c'est les gosses. Parce que les gosses, on a de moins en moins de temps de s'en occuper. Vous avez des gens qui vous disent « oui, mais je ne sais pas quoi leur dire » et puis ils sont dans leur truc. Et ben, le fait de savoir que dans la chambre de mon adolescent révolté, il y a un petit machin comme ça qui est son compagnon, ça peut éventuellement lui éviter de faire des conneries. Ou en tout cas, ça peut être une situation dans laquelle s'il fait des conneries, je sais prévenu. Parce qu'il y a ce travail d'espionnage aussi, bien entendu. D'accord ? Une couche supplémentaire dans la matrice. On en a déjà un certain nombre. Hein. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Voilà. D'accord. Donc tout ça, enfin, les machins que je vous vois, c'est des machins qui existent. Le petit robot à droite, là, en particulier, là, il est rigolo parce que vous le trouvez dans un certain nombre de homes pour personnes âgées au Japon, justement. Alors, notre couche que nous avons tous, on l'a déjà depuis un certain nombre, c'est notre communauté virtuelle, les gens qu'on connaît, les amis. Moi, j'ai des tas d'amis sur Facebook que j'ai jamais rencontrés. Hein. En tant qu'écrivain, j'ai des gens qui m'ont écrit en disant « j'adore vos livres, vous voulez être mon ami ?» Et je réponds « oui ». Bon. En même temps, je me suis rendu compte, en faisant une petite analyse il n'y a pas si longtemps, qu'un certain nombre d'entre eux, il y en avait 50 sur 1400 et quelques, n'existaient pas. C'était des intelligences artificielles qui étaient là pour essayer de me faire acheter des trucs ou me faire intervenir dans des sujets. J'ai des amis qui ne sont pas des amis, qui sont des bibliothèques, des entreprises, des centres culturels, des librairies, tout ce que vous voulez, qui, si elles me parlent au nom d'une espèce de communauté qui elle-même relaye ce genre de choses. Donc, c'est une couche, et c'est une couche qui me protège, parce que du coup, j'ai plus tellement parlé avec d'autres personnes. J'ai aussi les figures de proue, les followers. Vous avez des gens qui suivent, il y a 1 753 000 personnes qui suivent Kim Kardashian. Why ? Je veux dire, qu'est-ce qu'elle a à raconter de tellement intéressant ? Je veux dire, j'aurais le même problème si c'était le Dalai Lama, hein, mais pourquoi une personne est-elle suivie par autant de gens ? Pourquoi autant de gens passent leur temps à lire 3 lignes écrites par, ne serait-ce que par le président des États-Unis ? Surtout quand on voit ce qu'il écrit, enfin, ça ne fait pas envie, quoi. Mais ça fait rien, vous avez des gens qui le font. Donc cette couche-là, ces interlocuteurs numériques, eh ben, ce sont souvent des IA assistantes, ce sont des gens qui vous ressemblent. D'accord ? Et ce qui est intéressant dans les IA assistantes, c'est que de plus en plus, elles sont auto-apprenantes. C'est-à-dire qu'elles
enrichissent le modèle de vous qu'elles possèdent, et en enrichissant ce modèle, sont capables d'interactions de plus en plus fines, de plus en plus intrusives, et aussi de plus en plus agréables. Parce qu'il y a toujours le bon côté. Elles ne sont pas là pour vous espionner, elles sont là pour vous rendre service. Et pour rendre service, il vaut mieux vous connaître bien. Moi-même, je suis marié. Pour offrir la bonne catégorie de cadeaux à mon épouse ou à mes enfants, il faut que je les connaisse suffisamment bien pour savoir ce qui va leur faire plaisir, pour savoir ce qu'elles ont acheté ces derniers mois, pour ne pas racheter la même chose, pour savoir quelle est leur tendance. Eh bien, les intelligences artificielles font ça aussi bien que moi, et même quelquefois plus, parce qu'elles peuvent y passer 24 heures sur 24. Et elles ont des modèles encore plus fins que ce que moi je suis peut-être capable de mettre en place. D'accord ? Et puis, une dernière couche qui est absolument géniale, et alors là, c'est un modèle comportemental personnel très riche, constitué de tout un tas d'empilages de modèles combinés, qu'on appelle un jumeau digital. Un jumeau digital, ça a un sens dans l'industrie. Les produits qu'on fabrique, une voiture a un jumeau digital, un avion a un jumeau digital, un moteur, un téléphone a un jumeau digital. Un jumeau digital, c'est quelque chose qui est capable de modéliser, auquel on s'adresse quand on ne peut pas tester l'avion. Si on veut tester l'avion et que l'avion, on ne l'a pas encore réalisé, on teste son jumeau digital. D'accord ? Eh bien, les gens, c'est pareil. Vous avez un jumeau digital et à ce moment-là, au lieu de vous interroger pour savoir ce que vous pensez de la cafetière machin ou de tel homme politique ou de tel programme ou de telle nouvelle, on va interroger votre jumeau digital derrière votre dos, sans que vous vous en aperceviez. Il va fournir les bonnes réponses et on va agir d'une manière qui vous correspondra. Et vous vous direz, ah ouais, quand même, ils sont forts. Ben non. Ils ont quelqu'un qui est votre majordome, qui est basé sur une intelligence artificielle auto-apprenante, qui va leur dire ce que vous leur auriez dit si on vous avait interrogé. Sauf que, du coup, on ne vous embête pas. On vous diminue la charge mentale. Si ça se trouve, ça va aussi payer les factures. Si ça se trouve, ça va aussi optimiser votre consommation d'énergie, optimiser vos déplacements, vous orienter vers un type de vacances qui, compte tenu de l'état de vos finances, ne vous laissera pas sur la paille. Vous faire penser à acheter le cadeau pour votre secrétaire. Et si ça se trouve, l'acheter elle-même. D'accord ? J'ai un copain qui est programmeur, qui a écrit une petite appli qui lui permet de souhaiter l'anniversaire de tous les gens dont c'est l'anniversaire sur Facebook sans le faire. Donc il a une espèce de base de données, il a une quarantaine de phrases différentes. Donc le système repère les gens dont c'est l'anniversaire, là, Facebook vous le dit, et poste sur les murs en question 40 petites phrases disant super, j'espère que tu passeras un bon anniversaire. Et les gens sont contents. Lui, il se rend compte de rien, mais c'est fait. Et il y a des gens qui lui disent t'as vraiment été super sympa de me souhaiter mon anniversaire. Il voit des likes revenir en disant j'ai vraiment aimé ton message. Et il dit ouais, super. Temps de cerveau, nul. D'accord ? Encore une couche. J'aime bien les couches. Voilà mon jumeau digital. Et alors, un petit truc marrant aussi, votre jumeau digital, donc c'est un programme, ce sont des données, c'est un modèle, c'est des choses qui sont dispersées dans le cloud. Ne croyez pas qu'à votre mort, ça va s'arrêter. Il y a de fortes chances qu'après votre mort, votre jumeau digital continue à essayer de payer les factures, souhaiter l'anniversaire de vos copains à votre place ou envoyer des fleurs à votre secrétaire. Parce que la seule façon que vous aurez de vous en débarrasser sera de vous connecter sur l'ensemble des points où il est stocké et avec votre mot de passe et vos mots de passe de sécurité, éradiquer la chose en question. Or, si vous mourrez à un âge tel que vos mots de passe, vous les avez oubliés depuis un certain temps, il n'y a que votre machine qui s'en souvient et encore, eh ben, il y a de fortes chances que personne ne soit capable de faire ce genre de choses. Donc j'imagine dans le futur qu'il y aura des métiers de chasseurs de primes. Vous savez, des gens qui plongeront dans l'univers digital pour aller chercher les fantômes des gens qui sont morts. Je vois des gens qui sont morts. Et là, on verra des programmes qui sont morts pour essayer de les éradiquer, pour éviter qu'ils fassent des conneries. Enfin, j'adorerais, ce serait un super métier, ça. On se retrouverait dans un coin de la matrice, on dégainerait l'annihilateur numérique et on flinguerait une intelligence artificielle qui dirait « Non, j'ai le droit de vivre !» Et on lui dirait « Non, trop tard, tu es l'ombre de quelqu'un qui n'est plus. » Voilà, on ferait du Shakespeare, c'est merveilleux. Mais ça va se produire. Vous voyez le genre de choses que je fais pour me trouver des idées. Vous voyez, je réfléchis à ce genre de choses et à un moment donné, il y a quelque chose qui me frappe et je me dis tiens, il y a une histoire là-dedans. Voilà, bon, ça c'est la matrice. Alors, je vous ai montré un certain nombre de couches. Croyez-moi, il y en a beaucoup d'autres. Vous avez votre couche de jeu. On aime bien jouer. On passe beaucoup de temps à jouer. On est dans des univers, etc. Vous avez la jeune fille que vous avez vue en dessin sur son lit d'hôpital en train de se promener dans un bouquin d'histoire qu'on lui a reconstitué. Elle est immergée dans une couche de la matrice qui lui dit voilà, l'apprentissage, c'est ça. Il y en a plein. Hein. Si vous y réfléchissez au nombre de couches qu'il y a, vous allez en trouver infiniment plus que celles que j'ai présentées. Celles que j'ai présentées, c'est celles dont je sais qu'elles existent déjà et que vous connaissez aussi. Pourquoi est-ce que c'est tentant ? C'est tentant parce que dans la matrice, l'individu, vous, moi, est reconnu par l'environnement, il n'est jamais perdu, il est valorisé.
Et vraiment, on lui dit, tu es spécial, c'est de toi dont on s'occupe. Et on t'aime. C'est vraiment le truc. Ce que la matrice vous dit, c'est on fait attention à toi, on t'aime. Tu sais, si on fait ça, c'est la maman. La maman un petit peu incitative, mais celle qui s'arrange pour que vous soyez toujours bien habillé, toujours bien vêtu, que votre cartable contienne la bonne quantité de goûter et que vous alliez jouer un petit peu dehors avec les petits copains quand elle estime que vous passez trop de temps devant votre écran. Cette maman-là, ça s'appelle la matrice maintenant. D'accord ? Vous êtes tagué aussi, c'est bien, parce que du coup, vous vous promenez, on ne dit pas, tiens, je suis un inconnu perdu dans la grande foule, on dit, ah oui, lui, c'est machin. Pourquoi est-ce que je sais que c'est machin ? Parce que j'ai un petit truc au coin de l'œil qui me projette le nom et le pédigré de la personne que je rencontre. Je sors en boîte, je sais tout de suite que machin est célibataire. Ou que machine sort déjà avec mon meilleur copain. D'accord ? Ce genre de choses. Bon, mon meilleur copain, il y a des chances qu'il m'en ait parlé. Mais ce genre d'information est disponible. Et quand on aura besoin de le savoir, on vous le donnera. Tagué. Isolé, protégé. Donc, protégé de sollicitations non désirées, etc. On est modélisé, on est soigné, on est cocooné, on est aimé. Et voilà, et on est protégé des effets indésirables de la complexité. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses complexes dans notre vie que le système est prêt à prendre en charge, dont il est prêt à s'occuper à notre place. Comme je vous dis, ça va des factures, de la réparation des voitures, de la commande d'un certain nombre de choses, de la gestion d'un certain nombre d'interactions sociales. La matrice nous aide à faire ça, sans qu'on ait besoin de s'en préoccuper. Voilà, on redescend sur la notion de charge mentale qui est en ce moment extrêmement publicisée. Et c'est vrai que c'est un phénomène extrêmement important. Et c'est vraiment un phénomène pour lequel les femmes ont vraiment quelque chose à revendiquer. On s'aperçoit qu'une partie de la charge mentale masculine, par contre, est déportée sur ce genre de choses. Malheureusement, la vaisselle et le lavage des chaussettes, ça reste encore quelque chose qu'on n'a pas réussi à donner. Mais ça viendra. D'accord. En fait, on est traité comme un VIP. Moi, j'aime bien être traité comme un VIP. D'accord ? Et il y a une chose qui est importante, c'est toujours une distinction à faire. On ne vous promet pas le bonheur. Le bonheur, c'est votre problème, c'est votre rapport au monde, c'est votre rapport à vous-même, votre rapport à ce que vous pensez que vous méritez par rapport à ce que vous pensez que vous avez. Mais en même temps, le bien-être, c'est quelque chose qu'on peut vous fournir. Le bien-être, c'est de la nourriture, de la chaleur, un toit et un sentiment d'importance. Et ça, moi, la matrice, je lève le doigt, je vous dis, je vous le fais. Pour un abonnement modique, qui est de l'ordre de votre abonnement Internet, je peux vous faire ça. Je peux en tout cas contribuer à le faire. Et ça marchera bien. Donc, vous voyez, c'est bien. C'est tout à fait sympa. Alors évidemment, les risques, on les connaît. Les risques d'intrusion non désirée, les altérations, la perte de l'identité, le vol de l'identité, tout ça, on le connaît. On le sait, c'est adressé, mais ça reste, ça subsiste. Le hacker, c'est la grande figure du truc. Il y a deux risques dont on parle assez peu. Le premier, c'est l'instabilité des intelligences artificielles auto-apprenantes. C'est quoi cette instabilité ? C'est très simple. Vous êtes une intelligence artificielle qui apprend. Vous avez un modèle que vous constituez à partir de choses. À un moment donné, votre modèle va changer parce que d'un seul coup, suite à l'accumulation de données récentes, vous aurez trouvé une nouvelle façon de faire qui sera différente mais qui sera plus efficace pour faire la même chose. Et comme vous êtes une intelligence artificielle, vous allez changer instantanément, dans la microseconde. Vous êtes un joueur d'échecs, vous avez trouvé des stratégies différentes, vous allez instantanément changer. Le coup suivant ne sera basé sur une façon de faire complètement différente. Nous, on met des mois, voire des années, on est réfractaire au changement. Et on a besoin d'être formé, on a besoin de comprendre. L'intelligence s'en fout. Quand elle a la preuve que ça marche, et que ça marche mieux, elle change. Et puis, le danger le plus grave, pour moi, alors c'est pour moi, ça c'est mon avis à moi, on va finir par ressembler à son modèle. C'est-à-dire, on va finir par ne plus présenter la moindre surprise. Ce que disait Dao, pourquoi tu n'as plus de charme, plus de mystère ? C'est exactement ça. On ressemblera à ce qu'on attend de nous, parce que ce sera le plus facile, parce que tout nous y aura amené et qu'on le fera avec enthousiasme et avec plaisir parce que c'est le plus simple. C'est ce qui nous évite toute remise en question. On n'aura plus de mauvaises surprises parce qu'on n'a plus accepté d'avoir de bonnes surprises. On aura juste les surprises auxquelles on peut s'attendre, qui sont par définition des non-surprises. D'accord ? Mais on sera bien. Enfin, tout au moins, il faut l'espérer. C'est en tout cas ça qu'on va vous vendre. Voilà. Et alors, évidemment, la question, c'est, on peut faire du business avec. Ça, c'est un des points, je pense qu'ici, autour de vous, vous avez un certain nombre de gens qui l'ont dit. On peut faire du business avec dans tous les domaines, dans le médical, dans le social, dans l'interactivité, etc. Il suffit de trouver un désir, de récupérer les données, parce qu'encore une fois, les données sont standardisables, sont interconnectables, elles sont disponibles. Facebook vend ces données, Google vend ces données, tout le monde vend ces données, donc je peux acheter votre vie. Je
j'ai même pas besoin de l'acheter, je tape votre nom et éventuellement votre numéro de sécurité sociale sur certaines applications. Je sais beaucoup de choses de vous. Depuis votre adresse, le nom de vos petits copains ou vos petites copines, votre carte bancaire, je ne sais pas nécessairement votre code, mais un certain nombre d'entre vous sont peut-être pas assez malins et l'ont mis quelque part où j'ai pu le récupérer. Donc je sais beaucoup de choses de vous. Et à partir de là, s'il y a un business à faire, j'ai de l'argent, je le fais. La donnée est disponible, les outils sont disponibles, les capteurs sont disponibles, le stockage est disponible, les modèles sont disponibles. Qu'est-ce qui me retient? Rien. Donc je fais. Et la matrice, évidemment, couche après couche, elle s'enrichit. Alors, il y a une accélération de la tendance. La raison pour laquelle j'en parle maintenant, rien que de vous raconter tout ça, vous voyez petit à petit comment la matrice s'est formée. Mais la raison pour laquelle elle continue à se former, pour laquelle elle accélère et pour laquelle on ne peut pas en sortir pour l'instant, à moins de faire de très gros efforts, c'est parce que la tendance s'accélère à toute vitesse. Vous vous rendez compte qu'on multiplie par 2 on diminue par 2 le coût de censeur, on multiplie par 40 le prix des programmes et 60 pour le traitement numérique des données. Vous regardez le nombre de capteurs, je vous le disais, dans le monde, ça grimpe, mais vraiment comme ça. Le prix des disques durs, vous achetez des disques durs, donc le stockage de données, vous le savez, tous les ans pratiquement, vous diminuez par 2. Ou plus exactement, ça reste au même prix, parce qu'il y a toujours le problème de l'emballage, etc. Mais vous passez de 500 mégas à 1 Tera, puis à 1 Tera 5, puis à 1 Tera 8, puis à 2 Tera, puis à 2 Tera 5. Pratiquement, il faut acheter un disque dur le jour où on en a vraiment besoin et pas avant. Ça ne sert à rien de l'acheter en avance. Donc tout ça, ça grandit. Deuxième chose, la puissance de calcul des objets connectés. Les objets connectés, c'est votre cafetière, c'est le machin, l'espèce de baffle dans le truc japonais avec le petit hologramme. Tout ça, mais c'est multiplié par un point absolument phénoménal. Votre téléphone a une puissance de calcul plus forte que les ordinateurs que j'utilisais dans mon entreprise en 1979. Vous imaginez ? Et avec ça, on essaie de calculer les avions. Avec votre téléphone, vous avez une puissance de calcul de ce type-là. Vous ne vous en servez pas pour la même chose, mais elle existe, elle est là, elle est présente. Okay. Vous avez des environnements immersifs qui sont partout. Le nombre de gens qui ont des casques 3D, des trucs 3D et tout ça, ils ont, c'est clair. Et puis, vous avez 2 choses dont on oublie. Vous avez le fait que tous les humains se ressemblent, beaucoup plus qu'on veut le dire. Les gens qui vous disent « les individus ceci sont ceux-là », etc., se trompent. On est vraiment tous pareils. Je veux dire, on a chacun notre individualité, chacun de nous est unique et irremplaçable, mais globalement, on prend tous la voiture le vendredi soir pour aller à la mer quand il fait beau. Donc, de ce côté-là, on se ressemble vraiment tous. Et donc, on peut parfaitement fabriquer des modèles à partir d'une espèce de modèle général de l'être humain qu'en quelques semaines d'observation, on cale directement sur vous. Et qui, à ce moment-là, est vraiment votre modèle à vous, mais qui est parti du même modèle que tout le monde. D'accord ? Et un truc aussi qui est important, c'est que les gens disent « Ah oui, mais moi, ça ne marchera jamais parce que je suis un individu beaucoup trop complexe, beaucoup trop intelligent, beaucoup trop changeant, beaucoup trop mouvant, et puis beaucoup trop ceci, beaucoup trop cela. On n'arrivera jamais à me modéliser. » On n'arrivera jamais à vous modéliser exactement, c'est clair. Mais ça ne veut pas dire qu'un modèle grossier de vous-même ne servira pas à quelque chose. Il y a un exemple bien connu, c'est le cinéma. Le cinéma, vous savez, depuis quelques années, on dépense énormément d'argent en effets spéciaux pour faire des films qui coûtent 300 à 400 millions d'euros, avec des trucs vraiment super élaborés dans lesquels, quand on regarde l'image à la loupe, on a un machin, vraiment, on voit l'ombre de trucs dans le coin qui est travaillé. Et tout ça, on les regarde sur un putain de téléphone dans son métro. D'accord ? À l'époque, vous aviez des publicités qui disaient « le cinéma a un espace naturel, c'est le cinéma, le grand écran ». On imaginait des trucs comme ça. Actuellement, la plus grande salle de cinéma du monde, c'est le métro aux heures de pointe. On a un petit machin comme ça dans lequel vous passez le Seigneur des Anneaux. 400 millions d'effets spéciaux et vous le regardez sur un écran qui fait la taille de la main. Et vous trouvez ça très bien. Et c'est très bien. Donc le fait que le modèle soit extrêmement dégradé et grossier n'empêche pas les gens de l'utiliser. Le fait que la musique que vous écoutez en MP3 soit dégradée par rapport à ce que vous entendez sur une bonne chaîne, quand vous avez, je sais pas, vous êtes dans un studio, je vous garantis que ce qui sort dans les baffles, ça dépote. Mais c'est pas grave, en MP3, ça marche aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Le modèle peut être grossier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à l'étape d'après ? Alors, pour l'instant, ce qui nous sauve, pour l'instant, c'est que les couches sont à peu près indépendantes. Ça communique peu entre couches. Ça communique peu entre couches, pourquoi ? Parce que ce sont des business indépendants, des sociétés indépendantes, verticales. Et donc, les gens qui s'occupent de vous faire un capteur médical ne sont pas les gens qui vous vendent des carottes. Donc, ils ne sont pas en train de vous dire « tu devrais lui vendre des carottes ». Mais, comme je disais, les données sont disponibles, l'ingénierie modèle, et puis il y a des liens qui se forment. C'est-à-dire que la société qui vend des carottes
va voir la société truc en disant est-ce que tu peux m'indiquer les gens qui auraient besoin de manger de carottes, qui manqueraient de bêta-carotène par exemple, pourquoi pas? Et le gars vous dit oui, mais j'ai ce genre de données, on peut le faire. Des trucs qui servent dans un domaine basculent sur un autre domaine. Et puis vous avez des sociétés, Amazon est un bon exemple, qui vendent de tout. Amazon vous vend des voyages, des livres, des films, des cafetières. Alors à ce moment-là, c'est relativement facile de savoir, je dirais, créer des couches et des intercouches. On peut vous fabriquer la cafetière qui va typiquement s'intéresser au type de café que vous possédez parce que vous avez justement acheté le bouquin sur ce café-là. Ce genre de lien peut se faire. Et à partir du moment, encore une fois, où il y a de l'argent à se faire et où ça vous rend service, les alliances commerciales se forment. Ce qu'on appelle les aibatsu, c'est-à-dire la société, en Corée, il y en a tout un tas, qui a 50 domaines d'activité, qui sont des espèces de méga consortiums oligarchiques qui font des voitures, des cafetières, des films, de la culture et de la location de chambres d'hôtel, eh ben, ça existe et ça permet justement en interne de travailler sur des modèles de plus en plus compliqués et des réponses à vos besoins de plus en plus globales. Et comme on le sait que les entreprises ont tendance à se regrouper pour devenir plus grosses, c'est la tendance, d'accord? Ça, ensuite, bon, les méthodes d'entreprise. Et ensuite, l'intelligence artificielle interlocutrice, c'est quelque chose qui coûte tellement pas cher. Vous pouvez acheter un réseau de neurones vierges que vous pouvez, entre guillemets, éduquer. Si vous savez faire, c'est pas très compliqué. Hein. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Ça vaut rien. Je viens d'en acheter un, ça a coûté 85 $. C'est-à-dire un programme avec un ensemble de filtres. Ben, il faut que je rentre des choses en entrée pour qu'il me fasse des choses en sortie. Mais en tout cas, la boîte noire, je viens de l'acheter. 85 $, je veux dire, c'est facile, d'accord? Et notre modèle, donc comme je vous le disais, va agir de plus en plus souvent à notre place. Voilà, ça c'est l'étape d'après. Mais l'étape d'après, c'est maintenant. C'est-à-dire que j'ai tendance à dire, vous vous inquiétez des couches de la matrice que je vous ai prévues, inquiétez-vous, si vous vous inquiétez, ou satisfaisez-vous, des couches de la matrice interconnectée plus épaisses, plus, je dirais, plus interactives, qui sont en train de se produire. Voilà. En conclusion, chaque jour, vous l'avez vu ici, on a parlé médicalement, on en a parlé un certain nombre de choses. Chaque jour, la matrice s'enrichit de nouvelles couches. Chaque jour, on vous met des choses autour de vous qui vous rendent l'univers plus amusant, plus interactif, plus proche de vous. On rend l'univers plus proche de vous. D'accord? Donc, nouvelle couche. Notre environnement, qui n'est plus naturel depuis longtemps, il devient digital. Vous avez les gens qui vous disent, moi, je m'en fous, je vais dans mon jardin, je fais pousser mes tomates. D'accord, mais vous avez des pieds de tomates qui sont tenus par des machins en plastique que vous avez achetés et qui sont faits avec des matériaux de l'air spatial. Vous avez des tomates hybrides et vous avez des systèmes de capteurs qui sont branchés pour savoir à quel moment on arrose. Je rigole, mais c'est vraiment ça qu'on voit apparaître dans les jardins des gens, quoi. Hein? Et c'est un cocon. C'est un cocon dont je pense qu'on va avoir du mal à sortir. J'aurais vis-à-vis de la matrice la même attitude que j'aurais vis-à-vis du réchauffement climatique, de dire il est déjà trop tard. Le travail maintenant, c'est d'apprendre à vivre avec, et 2, d'en corriger les effets sans nécessairement être capable d'en corriger les causes dans les délais qui nous sont impartis. Voilà. Donc voilà. Bienvenue dans la matrice. Mettez-vous à l'aise. Et je pense qu'on n'en sortira pas.